Je m'appelle Nia et j'ai 35 ans. Il y a 3 mois, j'ai gagné 60 millions de dollars au Powerball, mais je l'ai gardé secret de tout le monde. J'ai fait semblant d'avoir des difficultés. J'ai mis mes amis et ma famille à l'épreuve pendant une fausse crise. Je vais perdre ma maison si personne ne m'aide, ai-je pleuré à Noël. Je me suis fait une promesse. Quiconque m'aiderait en premier obtiendrait 10 millions de dollars. Une seule personne a offert son aide. Avant de vous dire ce que j'ai fait à ceux qui m'ont tourné le dos, faites-moi savoir d'où vous regardez. Aimez et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti comme la déception de la famille. Le test a commencé 3 mois avant ce Noël, lors du dîner dominical de mes parents. Dans ma famille, les dîners du dimanche ne sont pas une question de connexion. C'est une performance. Et je suis toujours le pire numéro. Le tintement de l'argenterie lourde contre la porcelaine coûteuse était le seul son dans la pièce. Nous étions chez mes parents, Joseph et Lena, dans une riche banlieue d'Atlanta. Mon père, Joseph, a poussé un lourd soupir. C'était un son que je connaissais bien. C'était le son de sa déception envers moi. Mon frère Malik était assis en face de moi. 38 ans, l'enfant chéri, un avocat d'affaires prospère avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. À côté de lui se trouvait sa femme, Ashley. Elle est blanche, a 37 ans et mesure la valeur de chacun par son code postal. Elle examinait sa manucure parfaite blanc perle comme si c'était la chose la plus intéressante de la pièce. Je venais de perdre un important contrat de freelance. Je suis stratège en médias sociaux, ou comme ma famille l'appelle, le petit passe-temps de Nia. J'ai fait l'erreur de le mentionner. Malik leva les yeux de son assiette, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Encore une crise, Nia? Je t'avais dit que toute cette carrière de surf sur le web n'est pas stable. Ce n'est pas un vrai travail. Ashley laissa échapper un petit rire délicat. Oh, Nia, j'espère juste que tu ne prévois pas de nous demander de l'argent. Malik et moi économisons pour la nouvelle maison au bord du lac. Tu sais comment est le marché. J'ai senti la chaleur familière monter à mes joues. Je n'avais même pas pensé à demander de l'argent. Ils ont juste supposé, parce qu'à leurs yeux, j'étais et je serai toujours le cas social. Ma mère, Lena, est finalement intervenue, posant son verre de vin avec un clic décisif. Nia, ma chérie, tu as 35 ans. Il est temps de prendre ta vie au sérieux. Regarde juste ton frère, associé dans son cabinet, une belle maison. C'est ça la stabilité. On s'inquiète juste pour toi. Mon père hocha la tête en signe d'accord, le regard sévère. On t'a donné tes chances, Nia. On a payé cette école de design coûteuse, et tu as tout jeté par la fenêtre. Tu as abandonné. On attendait plus de toi. J'ai serré les poings sous la table. Ils en parlaient toujours. Ils n'ont jamais mentionné qu'ils voulaient que j'aille à l'école de droit, tout comme Malik. C'est moi qui voulais aller à l'école de design. Quand j'ai abandonné, non pas parce que j'avais échoué, mais parce que je ne pouvais plus respirer sous le poids de leurs attentes et de ma propre anxiété, ils ne l'ont pas vu comme un appel à l'aide. Ils l'ont vu comme une trahison personnelle, une honte publique. J'ai regardé mon frère, qui était déjà de retour à discuter de son jeu de golf avec mon père. J'ai regardé ma belle-sœur, qui faisait défiler son téléphone, regardant probablement les annonces de sa nouvelle maison au bord du lac. Il n'en avait aucune idée. Il n'avait aucune idée des 60 millions de dollars qui dormaient dans une LLC que je nommerais d'après la seule personne de cette famille qui ait jamais cru en moi. Il pensait que j'étais un échec. Et à ce moment-là, assise à cette table, me sentant petite et sans valeur, j'ai décidé de les laisser faire. Je suis rentré chez moi dans ma vieille berline qui cliquetait, les jointures blanches sur le volant. Chaque mot de ce dîner résonnait dans la voiture. Pas stable. Honte. Inquiétude. La honte était si familière qu'elle me semblait un lourd manteau que je ne pouvais pas enlever. Je me suis garé à ma place attribuée derrière l'immeuble de 3 étages, celui à la peinture écaillée et aux lumières de couloirs vacillantes. C'était un monde loin de leur maison coloniale immaculée. Je suis entré dans mon petit appartement. C'était propre, mais l'air semblait vicié par l'échec. Je n'ai pas allumé la lumière principale, juste la petite lampe près de la porte. Sur mon comptoir de cuisine, sous la faible lueur jaune, se trouvait la pile, des enveloppes rouges, des derniers avis, et par-dessus le chèque que j'avais écrit pour mon loyer, toujours là parce que je savais qu'il ne passerait pas. Il était en retard de 5 jours. Je me suis affalé sur une chaise de cuisine, le bois bon marché grinçant sous mon poids.
C'était ça. C'était la conséquence de mes choix. 35 ans et j'étais sur le point d'être expulsé. J'ai regardé la pile, sentant la panique monter dans ma gorge. Je devais faire quelque chose, n'importe quoi, pour me distraire une seconde avant de devoir appeler mon propriétaire et supplier pour une prolongation. Mon sac à main était sur le comptoir. À l'intérieur, froissé au fond, se trouvait le billet de Powerball que j'avais acheté la semaine dernière. Je n'en achetais que lorsque le jackpot devenait énorme, et je jouais toujours les mêmes numéros. L'anniversaire de tante Janelle. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le site de la loterie. Mes doigts étaient engourdis. J'ai lissé le billet sur le comptoir à côté du dernier avis de la compagnie de gaz. J'ai vérifié les numéros. 22, 30, 37, 44, 50. Mes yeux ont balayé le billet. 22, 30, 37, 44, 50. J'ai arrêté de respirer. J'ai eu l'impression que le monde avait basculé. Ce devait être une erreur. J'ai vérifié le numéro Powerball. 10, mon billet disait 10. J'ai actualisé la page. Les numéros étaient toujours là. J'ai vérifié à nouveau mon billet. Ils étaient toujours là. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas halté. Un étrange silence froid a rempli mon appartement, plus fort que n'importe quel son que j'ai jamais entendu. Je suis resté assise là, à regarder le mince morceau de papier qui venait d'invalider toute ma vie jusqu'à ce point. J'ai dû m'asseoir par terre, le dos contre les armoires de la cuisine. Mes mains tremblaient, mais je me sentais étrangement calme. J'ai vérifié les numéros une troisième fois. Une quatrième. Ils n'ont pas changé. 60 millions de dollars. Après impôt. Les mots flottaient simplement dans l'air de mon petit appartement silencieux. Le téléphone dans ma main a vibré, me faisant sursauter. Le son était violent dans le calme. C'était un message du groupe de discussion familiale. Je l'ai ouvert. Ma mère avait envoyé une photo. Malik, souriant de son sourire parfait et poli, tenant un stupide trophée en argent de son tournoi de golf de country club. La légende disait, notre champion, si fier de la grande victoire de Malik aujourd'hui. J'ai regardé la photo. Malik, le champion. Ma mère, si fière. Ashley prenant probablement la photo, planifiant déjà où exposer le trophée dans leur immense maison. Mon cœur n'a pas battu la chamade d'excitation. Il n'a même pas martelé. Il a juste ralenti. Tout est devenu froid et net. Tout le bruit dans ma tête, la panique à propos du loyer, la honte du dîner, la voix hurlante constante qui me disait que j'étais un échec, tout s'est arrêté. J'ai regardé l'écran lumineux de mon téléphone. Puis j'ai regardé le billet de loterie dans mon autre main. Puis j'ai regardé l'avis final rouge sur mon enveloppe de loyer. Et j'ai pris une décision. Il ne le saurait pas. Le lendemain matin, je n'ai pas appelé mon propriétaire. Je n'ai pas appelé mes clients freelance. Je n'ai pas répondu au texto de ma mère. Je me suis réveillé à 6 heures du matin, j'ai pris une douche et j'ai enfilé mon seul bon costume, celui que je gardais pour les entretiens d'embauche qui ne semblaient jamais bien se passer. Je n'ai pas appelé le cabinet de Malik. J'ai appelé Parker & Associates, le cabinet d'avocats le plus impitoyable, le plus discret et le plus cher d'Atlanta, le genre de cabinet que mon père respectait et craignait. J'ai besoin de parler à votre meilleur avocat en planification successorale, ai-je dit à la réceptionniste, ma voix sonnant différemment à mes propres oreilles. Plus claire, plus froide. C'est une question d'une urgence financière extrême. Ils ont dû entendre quelque chose dans mon ton. J'ai eu un rendez-vous pour 9 heures du matin. Je suis entré dans leur bureau du centre-ville, le billet de loterie bien rangé dans une enveloppe à l'intérieur de la poche de ma veste. Le hall était tout en marbre et en bois sombre. Il sentait l'argent ancien et le nouveau pouvoir. Un homme nommé Monsieur Harrison m'a accueilli. Il avait l'air de manger des avocats d'affaires comme Malik au petit déjeuner. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai fait glisser le billet sur son bureau. J'ai gagné 60 millions de dollars après impôt. J'ai besoin de le réclamer sans qu'une seule personne de ma vie ne connaisse mon nom. Je veux une LLC. Je veux des fiducies. Je veux que ce soit à l'abri de tout ce que je connais. Pouvez-vous faire ça? Harrison a regardé le billet, puis moi. Il n'a pas souri. Mademoiselle Nia, pour nos honoraires, nous pouvons vous rendre légalement invisible. Pendant les 4 heures suivantes, nous avons travaillé.
nous avons créé la Janel Project LLC. Tous les gains seraient réclamés par et déposés dans cette entité corporative. Je serai la seule bénéficiaire anonyme. Nous avons mis en place une série de comptes imbriqués. Un compte personnel pour moi, financé par un salaire de la LLC, une fiducie d'investissement à haut rendement, et un fonds distinct intouchable, le fonds de 10 millions de dollars. J'ai engagé un conseiller financier d'un cabinet. Il a recommandé quelqu'un qui avait de l'expérience dans la gestion de richesses soudaines pour des clients qui exigeaient une discrétion absolue. Au moment où j'ai quitté ce bureau à 13 heures, je n'étais plus Nia, la freelance en difficulté. J'étais la présidente d'une société de 60 millions de dollars, et personne au monde ne le savait, sauf moi et mes nouveaux avocats très chers. Mon téléphone avait des messages. Ma mère. Ça va? Tu n'as pas répondu à mon texto. Mon père. Nia, appelle ta mère. Je les ai ignorés. J'ai conduit jusqu'à ma banque et j'ai déposé juste assez de mon vieil argent pour couvrir le chèque de loyer en retard. Le test devait être parfait. La version de moi en difficulté devait être crédible encore un peu plus longtemps. En conduisant, j'ai pensé au nom de cette LLC, le projet Janel. Ma tante Janel, c'est la sœur cadette de ma mère. Dans ma famille, on ne l'appelle que « pauvre Janel ». Je me souviens, il y a 10 ans, quand j'ai finalement craqué et abandonné l'école de design, le grand échec, comme l'appelait mon père. J'avais 25 ans, de retour dans un petit appartement, enseveli sous des dettes d'études que je ne pouvais pas payer, et paralysé par une dépression si profonde que je ne pouvais pas sortir du lit. Je me souviens d'être allongé dans le noir, mon téléphone vibrant sur la table de chevet. Mes parents n'avaient pas répondu à mes appels depuis 3 jours. Mon frère Malik a finalement envoyé un texto. Il disait « Débrouille-toi toute seule. On en a marre de tes drames. » Le bourdonnement n'a pas cessé. C'était un coup à la porte, persistant, agaçant. Je me suis finalement traîné et j'ai ouvert. Tante Janel se tenait là. Elle avait l'air fatiguée. Son manteau était usé et elle tenait une grande marmite fumante. « J'ai entendu dire que tu traversais une période difficile, a-t-elle dit, sans attendre d'invitation, se faufilant simplement devant moi dans ma cuisine sombre. Elle a trouvé un bol et une cuillère et m'a versé un bol de soupe au poulet épaisse et parfumée. Je suis resté près de la porte et je me suis mise à pleurer. J'ai déçu maman et papa, ai-je sangloté. Je suis un échec, comme ils l'ont toujours dit. Tante Janel s'est arrêtée, s'est retournée et m'a serré dans ses bras. Elle était plus petite que moi, mais son étreinte était solide, réelle. Tu n'es pas un échec, a-t-elle murmuré dans mes cheveux. Tu cherches juste ton chemin, et tu n'es pas seul. Elle est restée 3 heures. Elle ne m'a pas donné de conseils. Elle ne m'a pas fait la leçon. Elle s'est juste assise avec moi pendant que je mangeais et elle a écouté. Ma famille, ma famille prospère et obsédée par l'image vit en banlieue. Ils ont passé toute leur vie à fuir le vieux quartier, celui dont ils avaient honte. Tante Janel est restée. Elle y vit toujours. Elle dirige un centre de jeunes communautaires dans le sous-sol loué d'une église. Il est toujours en difficulté, toujours sur le point de fermer. Mes parents en parlent avec une telle pitié. Pauvre Janel, toujours à essayer de sauver le monde, mais elle ne peut même pas se sauver elle-même. Il voit sa gentillesse comme une faiblesse. Il voit son manque d'argent comme un défaut de caractère, un échec. Assise dans ma voiture, légalement riche de 60 millions de dollars, je réalise la vérité. C'étaient eux les faibles. C'étaient eux les échecs. La gentillesse de tante Janel était son super pouvoir. C'était un honneur. Mon test portait son nom, et en rentrant chez moi, je savais déjà sans l'ombre d'un doute qui serait le seul et unique gagnant. 2 semaines se sont écoulées. Les 60 millions de dollars étaient placés dans une fiducie à haut rendement, rapportant déjà plus d'argent en intérêts par jour que mon entreprise de freelance n'en rapportait en un mois. Mes avocats et conseillers financiers déplaçaient des pièces sur un échiquier mondial et je payais mon loyer en retard. Juste ce seul chèque. Je devais laisser les autres factures s'accumuler. La performance devait être convaincante. C'était un mardi soir. Je mangeais un dîner au micro-ondes, un triste plateau de macaroni au fromage, quand j'ai décidé qu'il était temps de lancer la première ligne. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert Facebook et j'ai tapé un statut. Je l'ai relu, m'assurant qu'il avait juste le bon mélange d'apitoiement sur soi et de vagues. Parfois, j'ai l'impression de ne jamais avoir de chance. Je viens de perdre un autre client.
Je suis sérieusement inquiète de savoir comment je vais payer mon loyer ce mois-ci. Je me sens tellement dépassé. J'ai appuyé sur publier. Puis j'ai pris une bouchée des pâtes tièdes. Je n'ai pas eu à attendre longtemps, même pas 60 secondes. Mon téléphone s'est allumé avec une notification de message privé. C'était ma mère. Je l'ai ouvert. Nia, tu embarrasses la famille. Retire cette publication tout de suite. Ashley vient de la voir. À quoi penses-tu en étalant notre linge sale comme ça? Que vont penser les amis de Malik? J'ai regardé le message. Pas un seul, ma chérie, ça va? Pas un seul, as-tu besoin d'aide? Juste, Ashley vient de le voir, l'épouse de mon frère, une femme blanche dont l'opinion sur l'image de notre famille était plus importante pour ma mère que la détresse de sa propre fille. La honte que j'étais censé ressentir pour ma publication a été remplacée par une colère froide et dure. Ma voix intérieure, celle qui ressemblait à moi et non aux critiques de ma mère, était d'une clarté cristalline. Elle s'inquiète de ce que pensera Ashley. Elle ne s'inquiète pas pour toi. J'ai tapé une simple réponse, désolé, je traverse une période difficile. J'ai laissé la publication en place. Puis je suis passé à la phase 2. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro de Malik. J'ai laissé ma voix trembler, invoquant la panique bien réelle que j'aurais ressentie si ce billet de loterie ne m'avait pas sauvé. Il a répondu à la 3e sonnerie, sa voix sèche et impatiente. Nia, je suis au milieu de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Malik, je suis tellement désolé de te déranger, ai-je balbutié, laissant un faux sanglot s'étrangler dans ma gorge. Je suis vraiment dans le pétrin. J'ai perdu mon plus gros client. J'en ai parlé, mais maman s'est fâchée. Je ne peux pas payer mon loyer. Je vais être expulsé. Il y eut un long et lourd soupir à l'autre bout du fil. Nia, on en a déjà parlé. Tu dois être plus professionnel. Tu ne peux pas t'effondrer à chaque problème. Je sais, ai-je dit, me glissant dans le rôle de la petite sœur pathétique. Mais c'est grave. J'ai juste besoin d'un peu d'aide. Juste un prêt. 1000 $, juste pour passer le mois. Je jure que je te rembourserai avec mon prochain chèque. Un autre soupir. Celui-ci encore plus agacé. Nia, je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas, s'il te plaît, Malik. Juste cette fois. Je ne demanderai pas si ce n'était pas une urgence. Écoute, dit-il, sa voix baissant. Ashley et moi sommes en train de conclure pour la maison au bord du lac. Toutes nos finances sont bloquées. Elle me tuerait si elle savait que je jetais de l'argent par les fenêtres comme ça. Ce n'est pas jeter de l'argent par les fenêtres, ai-je pleuré. C'est aider ta sœur. Non, Nia, c'est jeter de l'argent, dit-il, sa voix devenant froide et dure, la voix qu'il utilisait probablement au tribunal. Parce que ce ne serait pas seulement 1000 $. Le mois prochain, ce serait 2000. Tu dois apprendre à te débrouiller toute seule. C'est ce que papa et moi appelons l'amour vache. C'est le seul moyen pour toi d'apprendre. Je ne t'aide pas en te renflouant. Tu dois apprendre à gérer ton entreprise correctement. Il a dit, entreprise, avec le même dégoût qu'il utiliserait pour un morceau de déchet sur sa chaussure. Alors c'est tout, ai-je murmuré. Tu vas juste me laisser me faire expulser? Tu trouveras une solution. Tu le fais toujours, a-t-il dit. Maintenant, je dois y aller. Ashley et moi avons des réservations pour le dîner. Essaie je ne sais pas, de mieux budgétiser ou quelque chose comme ça. Il a raccroché. J'ai regardé le téléphone. Mon frère, qui gagnait plus d'un demi-million de $ par an, ne prêterait pas 1000 $ à sa sœur pour l'empêcher de se retrouver à la rue. Tout ça parce que sa femme le tuerait et parce qu'il devait m'apprendre l'amour vache. L'amour vache. C'est drôle comme les gens qui n'ont jamais eu une seule journée difficile de toute leur vie privilégiée sont toujours les premiers à prêcher la résilience. Ils parlent d'amour vache depuis le confort de leur communauté fermée et de leur voiture de luxe, sermonnant les gens qui essaient juste de survivre. Malik ne le savait pas, mais il venait d'échouer spectaculairement à la première partie de mon test. J'ai gardé le texto de ma mère. J'ai noté mentalement chaque mot que Malik a dit. Le dossier que je constituais dans ma tête grandissait. Mon secret de 60 millions de $ me semblait plus chaud et plus lourd dans ma poche. Maintenant, il était temps pour l'appel final. Le seul qui comptait.
J'ai laissé passer quelques minutes, laissant la froideur du rejet de Malik s'installer dans mon estomac. Je devais le sentir. Je devais m'en souvenir. Puis j'ai composé le dernier numéro. Mes mains tremblaient pour une raison différente maintenant. Je n'avais presque pas envie de faire cette partie. Faire du mal à ma famille me semblait de la justice. Faire du mal à tante Janelle me semblait un péché. Mais je devais savoir. Le test devait être complet. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, sa voix chaude mais fatiguée. « Nia, ma chérie, je pensais justement à toi. Comment vas-tu » J'ai pris une inspiration tremblante, invoquant de nouveau les larmes, bien qu'elles me semblaient différentes maintenant, teintées de culpabilité. « Tante Janelle, ai-je commencé, la voix se brisant. J'ai de gros ennuis. La chaleur dans sa voix s'est immédiatement transformée en alarme. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu vas bien ? Je ne sais pas quoi faire, ai-je sangloté. J'ai perdu mon plus gros client. Je ne peux pas payer mon loyer. Mon propriétaire m'a envoyé un avis d'expulsion. Je vais me retrouver à la rue. Ils vont me mettre dehors. » Il n'y eut aucun soupir, aucune leçon, juste une inquiétude pratique immédiate. « Oh, Nia, ma chérie, où es-tu en ce moment ? Es-tu dans ton appartement ? As-tu dîné ? » Ces questions sur la nourriture, sur ma sécurité immédiate, m'ont serré la gorge. Ma mère millionnaire ne s'était inquiétée que de ce que penserait Ashley. Ma tante, dont je savais qu'elle avait des difficultés, s'inquiétait de savoir si j'avais faim. Je vais bien pour ce soir, mais le loyer. Je ne sais pas quoi faire, ai-je insisté, me détestant de la pousser. Il y eut une longue pause de son côté, et cette fois elle soupira. Ce n'était pas un soupir d'agacement comme celui de Malik. C'était un soupir de lassitude profonde, jusqu'à la moelle. « Très bien, ma chérie. Écoute-moi, a-t-elle dit. Les choses sont difficiles ici aussi. Je viens de recevoir un avis du nouveau propriétaire de l'immeuble. Il double le loyer du centre. Le double ? Ils veulent qu'on parte pour qu'ils puissent le transformer en loft de luxe. » Je pouvais entendre le tremblement dans sa voix. Elle essayait de se ressaisir pour moi. « Ils mettent les enfants dehors, Nia. Je ne sais pas où nous allons aller. J'ai essayé de collecter des fonds, mais ce n'est tout simplement pas assez. » Une vague de culpabilité sincère et écœurante m'a envahi. J'étais là, millionnaire, jouant un jeu cruel avec la seule bonne personne que je connaissais. « Tante, ai-je dit, la voix épaisse. Je suis tellement désolé. Je n'aurais pas dû appeler. Je n'aurais pas dû te déranger. Tu as ta propre crise. Tais-toi maintenant, m'a-t-elle interrompu, sa voix soudainement vive, protectrice. Écoute-moi. Mon problème concerne un bâtiment. Ton problème concerne un toit. Un bâtiment, ce ne sont que des briques. Un toit au-dessus de ta tête, c'est la sécurité. Tu es ma famille, Nia. Tu passes en premier. Je pleurais silencieusement maintenant, ma main serrée sur ma bouche pour qu'elle ne m'entende pas. « Maintenant écoute, a-t-elle poursuivi, sa voix tout à fait professionnelle maintenant. Je n'ai pas grand-chose. Tu le sais. Cette collecte de fonds à tout prix. Mais j'ai mes économies. Ce n'est pas beaucoup. C'est $300, mais c'est à toi. Tu viens ici, tu le prends. Ce n'est pas $10 000, Dieu sait. Mais peut-être que ça t'achètera un peu de temps avec ton propriétaire. Peut-être que c'est assez pour un acompte sur une nouvelle chambre. $300. C'était probablement chaque centime qu'elle avait au monde. Elle faisait face à sa propre expulsion, à la perte de l'œuvre de sa vie, et elle n'a pas hésité une seconde. Elle m'a offert tout son filet de sécurité. Ma famille, avec leur maison au bord du lac et leur voiture de luxe, m'a fait la leçon sur l'amour vache. Ma tante, avec son centre communautaire en difficulté, m'a offert ses derniers $300. Tante, ai-je finalement réussi à dire, le mot épais de larmes. Tu n'as pas à faire ça. Si, ma chérie. C'est ce que fait la famille. Non, ai-je dit, les larmes coulant sur mon visage. C'est bon. Je viens de recevoir un email pendant qu'on parlait. Un client que je pensais avoir perdu. Ils viennent de payer leur facture. Je crois que je vais m'en sortir. Tu es sûr, Nia, a-t-elle demandé,
la suspicion et le soulagement inondant sa voix. Oui, tante, j'en suis sûr. Oh, mon Dieu. Je suis tellement désolé de t'avoir dérangé. Je voulais juste entendre ta voix. Tu ne me déranges jamais, a-t-elle dit, sa chaleur revenant. Tu m'appelles quand tu veux. Tu m'entends, quand tu veux. J'ai raccroché et je me suis effondré en avant, la tête reposant sur le comptoir froid de la cuisine. J'ai pleuré pendant longtemps. Non pas pour mon expulsion ou mes clients perdus ou mon échec. J'ai pleuré parce que pour la première fois, j'ai compris à quoi ressemblait le véritable amour. Ce n'était pas une adhésion à un country club ou un trophée d'un tournoi de golf. Ce n'était pas de l'amour vache d'un piédestal de privilèges. C'était $300 offerts sans réfléchir. Le test était terminé. Le projet Janelle avait son gagnant. Et je savais exactement ce que je devais faire. La veille de Noël. J'ai conduit ma vieille berline jusqu'à la communauté fermée de Malik et Ashley, l'estomac noué. Je n'avais parlé à aucun d'eux depuis l'appel téléphonique sur l'amour vache, à l'exception du texto de ma mère coordonnant la soirée, qui consistait principalement à « ne sois pas en retard et essaie d'avoir l'air bien ». Je me suis garé dans la rue, loin de la rangée brillante de nouvelles Mercedes, Tesla et Range Rover qui bordaient leur allée incurvée. Si la réussite noire avait une affiche, c'était celle-ci. Leur maison était une monstruosité en briques de 3 étages, professionnellement éclairée pour ressembler à une couverture de magazine. À travers les immenses fenêtres avant, je pouvais voir le sapin de Noël. Ce n'était pas un arbre. C'était un monument. Il devait faire 4,5 mètres de haut, dégoulinant de lumière blanche et d'ornements en cristal qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture. Je pouvais entendre les rires et le son doux de la musique de jazz depuis l'allée. Ma famille jouant son rôle de famille noire parfaite, prospère et de la classe supérieure. Ma voix intérieure était stable. Ils n'ont aucune idée que toute leur performance est sur le point d'être annulée. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai vérifié mon reflet dans la vitre de la voiture. Mes cheveux étaient délibérément en désordre, attachés en un chignon désordonné. Je portais mon pull en laine le plus vieux et le plus bouloché, le marron délavé que je savais que ma mère détestait. Elle disait toujours qu'il me ternissait et me donnait l'air pauvre. Parfait. J'ai attrapé mon cadeau. J'avais dépensé $20 pour un cadre photo numérique bon marché dans une pharmacie. Je n'avais même pas pris la peine d'y mettre une photo. C'était le symbole parfait de l'échec que j'étais censé être. J'ai monté le chemin de pierre et j'ai sonné. La porte s'est ouverte en grand. Ashley se tenait là, se détachant sur la lumière vive et chaude. Elle portait une robe en cachemire de couleur crème qui coûtait probablement $2000. Ses diamants scintillaient. Elle m'a regardé de haut en bas, ses yeux s'attardant sur mon vieux pull et ses lèvres parfaitement sculptées se sont crispées d'une manière qui était presque un sourire, mais qui n'était en réalité que de la pure condescendance. « Oh, Nia, dit-elle, sa voix dégoulinant de fausse gaieté. Tu as réussi. Comme c'est gentil. » Elle s'est écartée pour me laisser entrer, mais n'a pas bougé pour m'embrasser. Malik est dans le salon avec ton père. Je suis entré. La maison était chaude et sentait excessivement les bougies parfumées au pain coûteux et la viande rôtie. Mon frère Malik n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. Il montrait quelque chose à mon père sur sa nouvelle montre. « Salut », a-t-il dit, un geste dédaigneux dans ma direction. La nourriture est presque partie. Tu aurais probablement dû arriver plus tôt. Nia, c'est toi? La voix de ma mère a traversé le brouhaha. Elle est sortie de la salle à manger, un verre de vin à la main. Elle aussi était parfaitement habillée. Elle s'est arrêtée net en me voyant, son visage se tordant de désapprobation. Nia, tes cheveux. Mon Dieu, tu n'aurais pas pu passer un peigne avant de venir chez ton frère pour Noël? J'ai résisté à l'envie de lui dire que je n'avais en fait pas passé un peigne exprès. Je voulais avoir l'air exactement comme il s'attendait à ce que je sois. Brisé, en désordre, un échec, une déception. Désolé, maman, ai-je marmonné en baissant les yeux vers le sol. Le trafic était mauvais. Le trafic est toujours mauvais quand tu es en retard, a-t-elle aboyé. Va mettre ton cadeau là-bas et essaie de te rendre utile. Ta tante Janelle est dans la cuisine, elle a probablement besoin d'aide pour la vaisselle. Bien sûr, tante Janelle, la seule autre ratée de la pièce, était reléguée à la cuisine pendant qu'Ashley, l'hôtesse, divertissait les invités. Ils n'ont aucune idée à quel point ils jouent parfaitement leur rôle, ai-je pensé. Ils rendent ça presque trop facile. Je me suis dirigé vers la cuisine,
mon cadeau bon marché à la main, prête pour le prochain acte de cette tragédie que je mettais en scène. J'ai posé mon cadre numérique bon marché sur l'immense buffet en marbre, à côté d'une montagne de sacs de créateurs. Il avait l'air pathétique. Il avait l'air exactement comme je le voulais. Je suis entré dans la salle à manger. La table était dressée pour 12 personnes, brillante de cristal et d'argent qui reflétaient la lumière de l'immense lustre. Tante Janelle n'était nulle part en vue. Elle était, comme ma mère l'avait ordonné, dans la cuisine, et dans les traiteurs engagés à dresser la nourriture. Elle était de la famille, mais pas le genre de famille que l'on exhibe à table. J'ai pris ma place, celle au fond, à côté d'un cousin que je connaissais à peine, stratégiquement placé là où je pouvais tout voir mais ne rien dire. La conversation du dîner était exactement ce que je m'attendais. Ce n'était pas un repas. C'était une performance de richesse. C'était une feuille de calcul verbal de leur succès. La prime cette année était obscène, annonça Malik en faisant tourner son vin rouge coûteux. J'ai dit à Ashley, si on veut la maison au bord du lac, on doit le faire avant que les taux d'intérêt ne remontent. On conclut le mois prochain. Mon père, Joseph, hocha la tête avec approbation, l'image du patriarche fier. L'immobilier intelligent est le seul véritable héritage. Ta mère et moi pensons à déplacer notre portefeuille, trop dans la technologie volatile. On a besoin de quelque chose de solide. Ashley intervint, sa voix légère et aérienne, conçue pour paraître décontractée. Et la cuisine, Joseph, tu dois leur dire ce qu'on prévoit pour la cuisine de la maison au bord du lac. 100 000 $ juste pour la rénovation. Elle aura des comptoirs en marbre italien. 100 000 $ pour des comptoirs. Ma voix intérieure était calme. C'est plus d'argent que ce que j'ai gagné au cours des 3 dernières années combinées. Et ils en parlent comme si c'était de la petite monnaie. J'ai pensé à mon avis de loyer en retard. J'ai pensé aux 60 millions de $ qui dormaient silencieusement dans la Janelle Project LLC, accumulant des intérêts plus rapidement que je ne pouvais compter. J'étais complètement invisible. Personne ne m'a demandé de parler de mon travail. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Je suis juste resté assise là, à manger la nourriture coûteuse, un fantôme à leur festin. J'étais le rappel silencieux et laid de ce qu'ils ne voulaient pas être. J'étais l'échec qui faisait paraître leur succès encore plus brillant. Et c'était exactement comme ça que je le voulais. Après le dîner, nous sommes retournés au salon pour les cadeaux. C'était l'événement principal, le rituel de confirmation de leur statut. Oh, Joseph, couina ma mère, la voix aiguë. Mon père lui tendit une petite boîte carrée de Tiffany. Elle l'ouvrit pour révéler un collier de diamants éblouissant. Il est parfait pour toi. Papa, dit Malik en lui tendant une boîte plate. Une montre Cartier. Mon père rayonna immédiatement, enlevant sa vieille Rolex pour les comparer. Puis le final. Malik, tu n'as pas, hurla Ashley, les mains à la bouche dans un geste de surprise parfaitement répété. Il sortit une énorme boîte orange. C'était un sac Birkin. La salle halta de manière appropriée. Ashley le brandit, embrassant Malik, posant pour des photos. C'est exactement celui que je voulais. C'était une démonstration dégoûtante, un rituel d'échange d'objets coûteux pour se prouver mutuellement à quel point ils étaient prospères. Oh, dit Ashley, ses yeux se posant sur moi. Elle m'avait presque oublié. Nia, tu en as un pour nous? Je m'avançai et lui tendis le petit cadeau emballé dans du papier de pharmacie. C'est juste un petit quelque chose. Elle le prit de moi avec 2 doigts comme s'il était contaminé. Elle le déballa. Elle fixa le cadre numérique bon marché. Un cadre, dit-elle, la voix plate. Comme c'est pittoresque. Malik rit. Tu as eu ça à la station-service, Nia? Ma mère secoua juste la tête, le visage crispé d'humiliation. C'était mon signal. J'ai laissé mon souffle s'étrangler. Je me suis concentré sur le souvenir de la voix fatiguée de tante Janelle. J'ai laissé les larmes bien réelles que je ressentais pour elles monter à mes yeux. J'ai mis ma main sur ma bouche et j'ai laissé échapper un petit son brisé. La salle devint silencieuse. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Nia, la voix de ma mère était vive, agacée. Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est maintenant? Ne gâche pas Noël. Je suis désolé, ai-je murmuré, laissant les larmes couler. Je suis tellement, tellement désolé. Je ne voulais rien dire. Qu'est-ce qui ne va pas, exigea mon père, la voix impatiente. C'est mon appartement,
ai-je balbutié en faisant trembler ma voix. J'ai reçu le dernier avis. L'étiquette rouge sur la porte. J'ai regardé autour de moi, les yeux écarquillés de fausse panique. Ils vont m'expulser. Ils vont me mettre à la porte. Je vais tout perdre après la nouvelle année. Je ne sais pas quoi faire. L'air dans la pièce se figea. Cela ne faisait pas partie de leur scénario de Noël parfait. Ashley avait l'air physiquement dégoûtée, faisant un pas involontaire loin de moi. Mon Dieu, murmura-t-elle. Est-ce qu'elle est sérieuse? Qui se fait expulser? J'ai juste besoin d'un peu d'aide, ai-je plaidé en regardant directement mes parents. J'ai juste besoin de 10 000 $ pour arrêter l'expulsion, juste pour les retenir. Juste un prêt. Je jure que je rembourserai chaque centime. 10 000 $. Les mots flottaient dans l'air. C'était 10% de ce qu'Ashley dépensait pour les comptoirs de sa cuisine. C'était un tiers du prix de son nouveau sac à main. Malik fut le premier à réagir. Il a même ricané et s'est levé, croisant les bras. Nia, non. Absolument pas. On en a déjà parlé. Ça s'appelle l'amour vache. Tu dois apprendre. Si on te renfloue maintenant, que se passera-t-il la prochaine fois? La réponse est non. Mon père secoua la tête, son visage un masque de profonde déception. Nia, tu as 35 ans. 35 et tu ne peux même pas payer ton propre loyer. On est déçu. On t'a donné toutes les chances. Papa, s'il te plaît, ai-je supplié en dirigeant ma performance vers lui. Ce n'est pas comme ça. J'ai juste besoin d'un pont. Juste cette fois. Maman, s'il te plaît. Ma mère, Lena, a regardé ses chaussures. Elle a regardé Ashley. Elle a regardé le collier de diamants qui scintillait autour de son cou. Elle ne voulait pas me regarder. Ça suffit, Nia, a-t-elle dit, sa voix froide et finale. Tu te ridiculises et tu ridiculises cette famille. On ne te donnera pas un centime. Tu es une adulte. Tu dois aller résoudre tes propres problèmes. L'air dans la pièce était épais et aigre. Mon père regardait ses chaussures. Ma mère étudiait son collier de diamants. Malik avait l'air de s'ennuyer, comme s'il venait de terminer une négociation fastidieuse et de gagner. Ashley envoyait déjà des SMS à quelqu'un, racontant probablement à ses amis le drame pathétique que sa belle-sœur ratée avait provoqué. Ils en avaient fini avec moi. Le problème avait été abordé et rejeté. Je suis juste resté là, les mains vides, l'humiliation si totale qu'elle était presque engourdissante. Un léger cliquetis d'assiette venait de la cuisine. Puis le silence. La porte battante de la cuisine s'est ouverte et tante Janelle est sortie. Elle s'essuyait les mains sur un torchon qu'elle avait glissé dans la ceinture de son simple pantalon noir. Ma mère l'avait obligée à aider le personnel de restauration. Ma voix intérieure était vive. Bien sûr. Elle n'est pas assez bien pour s'asseoir à table. C'est juste la pauvre Janelle. Elle est là pour servir. Tante Janelle se tenait à l'entrée du salon, ses yeux balayant la scène. Elle m'a regardé, seule près des cadeaux. Elle a regardé mes parents qui m'ignoraient ostensiblement. Elle a regardé Malik, qui souriait narquoisement à son téléphone. Son visage, d'habitude si fatigué mais chaleureux, était gravé d'une tristesse profonde et profonde. Lena, a-t-elle dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle a traversé la pièce comme une lame. Joseph. Ma mère s'est visiblement tendue. Elle détestait être défiée. Janelle, qu'est-ce que c'est? On est au milieu de quelque chose. Je sais au milieu de quoi vous êtes, a dit tante Janelle en entrant lentement dans la pièce. J'ai entendu. J'ai entendu chaque mot. Elle s'est arrêtée au centre du tapis persan inestimable, une petite femme usée dans une pièce pleine de gens chers et vides. Vous vous écoutez, a-t-elle demandé, la voix tremblant légèrement. Votre fille, votre enfant. Elle est venue vous voir la veille de Noël en vous disant qu'elle allait se retrouver à la rue. Et vous lui avez fait la leçon. Vous lui avez dit non. Le visage de ma mère a rougi d'une colère profonde. Janelle, ça ne te regarde pas. C'est une affaire de famille privée. Elle est aussi ma famille, Lena, a rétorqué tante Janelle, et j'ai été stupéfaite. Je ne l'avais jamais entendue élever la voix sur ma mère. C'est ma nièce. Elle a des problèmes. Elle est là, en train de pleurer pour de l'aide.
Léna a laissé échapper un petit rire cruel. De l'aide? Qu'est-ce que tu sais de l'aide, Janelle? Tu ne peux même pas payer le loyer de ce projet caritatif à toi. Tu n'as aucun droit de venir ici me faire la leçon sur les finances. Ma voix intérieure était malade. Le voilà. Le couteau. L'arme préférée de ma mère. Rappeler à Janelle qu'elle est pauvre. Rappeler à tout le monde qu'elle, comme moi, est un échec à leurs yeux. Léna a continué, n'ose pas venir ici nous dire comment élever notre fille alors que tu peux à peine gérer ta propre vie. Maintenant, retourne à la cuisine. C'est une conversation d'adulte. Tu as raison, a dit tante Janelle, sa voix redevenant soudainement calme. C'est vrai, et il est temps qu'un des adultes de cette pièce agisse enfin comme tel, elle a ignoré ma mère. Elle est passée juste devant le visage stupéfait et furieux de Léna. Elle est passée devant mon père qui refusait de la regarder. Elle est passée devant Malik qui regardait avec un amusement détaché. Elle est venue directement à moi, debout près de la montagne de cadeaux de créateur. Elle a pris mes deux mains dans les siennes. Ses mains étaient rugueuses à cause du travail, calleuses et gercées. Elles n'étaient pas douces et manucurées comme celles de ma mère ou d'Ashley. Elles semblaient réelles. Nia, ma chérie, a-t-elle dit, ses yeux cherchant les miens. Regarde-moi. J'ai rencontré son regard. Ses yeux brillaient de larmes, mais aussi d'un feu protecteur féroce. Chérie, a-t-elle dit, sa voix baissant si bas que seul moi pouvais l'entendre. Je n'ai pas 10 000 $. Tu sais que je n'ai pas ce genre d'argent. De l'autre côté de la pièce, Malik, qui a dû entendre, a laissé échapper un seul ricanement sec. Surprise, surprise. La prise de tante Janelle sur mes mains s'est resserrée. Elle ne l'a pas regardé. Elle a gardé ses yeux rivés sur les miens. Mais elle a continué, ma maison est payée. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Non, tante, non. Ce n'est pas grand-chose, a-t-elle dit, la voix tremblante. C'est juste ce petit bungalow de l'autre côté de la ville, mais c'est le mien, et il a de la valeur. Elle a lâché une de mes mains et a fouillé dans la poche de son pantalon, sortant son vieux portefeuille en vinyle craquelé. Elle l'a ouvert, dépassant les coupons et le seul billet de 20 $ que je pouvais voir à l'intérieur. Demain matin, a-t-elle dit, sa voix ferme maintenant, décisive. Première heure, je vais à la caisse populaire. Je vais contracter un prêt sur valeur domiciliaire. Je vais hypothéquer la maison. Elle m'a regardé droit dans les yeux, son regard inébranlable. Je vais te trouver ces 10 000 $, Nia. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre les ornements en cristal coûteux sur l'arbre teinter doucement dans le courant d'air. Je ne pouvais pas respirer. Elle offrait sa maison, son seul bien, la seule chose de valeur qu'elle possédait au monde. Elle offrait de se retrouver à la rue pour me sauver de faire semblant de l'être. Léna a été la première à retrouver sa voix. C'était un cri aigu. Janelle, es-tu folle? Tu vas perdre ta maison. Tu seras à la rue pour elle. Ashley avait l'air horrifié, non pas par la générosité de ma tante, mais par la pure stupidité financière de l'acte. Mon père et Malik ont juste regardé, abasourdis. C'était une variable qu'ils n'avaient pas calculée. Ce genre d'amour n'existait pas dans leur monde. Tante Janelle s'est finalement tournée pour regarder ma mère. Son visage était calme. C'est la famille, Léna, a-t-elle dit simplement. C'est ta fille et elle avait besoin d'aide. C'est ce que fait la famille. C'est une leçon que tu étais censé apprendre il y a très longtemps. Mais je suppose que tu ne l'as jamais fait. J'ai regardé ma tante, cette petite femme incroyable et courageuse. Et pour la première fois de la nuit, mes larmes étaient complètement, douloureusement réelles. Le silence qui a suivi les paroles de ma tante était plus lourd et plus froid qu'auparavant. Ma famille a regardé tante Janelle. Ils ne la regardaient pas avec admiration. Ils n'étaient pas émus par son sacrifice désintéressé. Ils la regardaient comme si elle venait d'annoncer qu'elle allait mettre le feu à ses cheveux. Je pouvais le voir sur leur visage, aussi clairement que le jour. Ma voix intérieure était vive, analytique. Ils ne sont pas horrifiés par leur propre cruauté. Ils sont horrifiés qu'elle hypothèque son seul bien pour moi, la ratée. Ils pensent qu'elle est une aussi grande ratée que moi. Malik a été le premier à rompre le silence. Il a même ri. Un son court, c'est qu'elle est. Tante Janelle, es-tu sénile? Tu vas te retrouver à la rue pour elle. Elle est un trou noir pour l'argent.
Tu ne reverras jamais ces 10 000 dollars et tu perdras ta maison. C'est la décision financière la plus stupide que j'ai jamais entendue. Malik, a dit mon père, mais il n'y avait pas de chaleur dedans. Il ne défendait pas Janelle. Il était embarrassé par la scène. Il a raison, a dit ma mère, Léna, sa voix tremblant de rage. Elle n'était pas en colère contre Malik. Elle était en colère contre Janelle d'avoir créé ce désastre social. Janelle, tu as toujours été financièrement irresponsable, et cela ne fait que le prouver. Sacrifier toute ta vie pour ça. Elle m'a désigné du geste, sa main me balayant comme si j'étais une mauvaise odeur. C'est de la folie. Tu es une aussi grande cause perdue qu'elle. J'avais joué la comédie jusqu'à présent. J'avais fait une performance. Mais en entendant les paroles de ma tante, en la voyant se tenir là, prête à tout abandonner pour moi, pendant que ma mère avec son collier Tiffany et ma belle-sœur avec son sac Birkin la traitaient de stupide pour cela, ça m'a brisé. Les larmes qui sont venues n'étaient plus fausses. Elles étaient chaudes et réelles, nées d'un mélange soudain et écrasant de gratitude pour ma tante et d'un chagrin profond et sans fond pour la famille que j'avais, la famille qui se tenait juste devant moi, jugeant un miracle comme s'il s'agissait d'un mauvais investissement. J'ai titubé en avant et j'ai attrapé le bras de tante Janelle. Tante, non, ai-je pleuré, les mots épais dans ma gorge. Non, s'il te plaît. Je ne peux pas te laisser faire ça. Je ne peux pas prendre ta maison. Je ne le ferai pas, tante Janelle s'est retournée, son visage s'adoucissant en me regardant. Elle m'a serré dans ses bras. Elle était si petite, mais son étreinte était solide. Elle sentait le savon à lessive et les vieux livres. Elle sentait la maison. Chut, ma chérie, a-t-elle murmuré en me frottant le dos. Tu le feras. Tu le prendras. La famille ne laisse pas la famille tomber. La famille ne laisse pas la famille se faire mettre à la rue. On trouvera une solution ensemble. C'est ce qu'on fait. Je me suis accroché à elle, sanglotant dans son épaule. Une femme de 35 ans comprenant enfin ce que la famille était censée ressentir. Ce n'était pas une performance. Ce n'était pas un trophée. C'était un radeau de sauvetage. Après un moment, je me suis reculé. J'ai essuyé mes yeux sur la manche de mon vieux plaid. Je l'ai regardée et elle m'a fait un petit signe de tête déterminée. Je me suis retourné vers ma famille. Ils regardaient tous, figés dans ce moment maladroit, désordonné et réel. Ils avaient l'air répugnés. Ce n'était pas le Noël propre et réussi qu'ils avaient prévu. Je suis désolé, ai-je dit, ma voix stable maintenant. Je suis désolé d'avoir interrompu votre fête. Je vais partir maintenant. Une vague de soulagement visible a parcouru la pièce. C'était palpable. Mon père s'est éclairci la gorge et a détourné le regard. Ma mère a pris son verre de vin. Malik a passé une main dans ses cheveux, nous rejetant déjà. Le problème était résolu. Le problème n'était plus leur responsabilité. La pauvre Janelle s'en occupait. Les deux ratés partiraient et échoueraient ensemble, les laissant à leur Noël parfait et coûteux. Tante Janelle a pris ma main. Allons-y, ma chérie. En nous dirigeant vers la porte d'entrée, j'ai entendu la voix d'Ashley, un chuchotement de scène aiguë à ma mère. Eh bien, c'était un désastre. Dieu merci, ils partent. Elle a vraiment gâché toute l'ambiance. Ma mère a répondu, sa voix basse. Je sais. Juste de la folie. Toutes les deux. Juste complètement, totalement folle. La porte d'entrée s'est refermée derrière nous, coupant le son de leur rire qui reprenait et de la douce musique de jazz. Il faisait froid dehors, mais la main de ma tante dans la mienne était chaude. Je n'ai pas parlé à ma famille pendant 2 mois. Pas un mot. J'ai laissé les textos de ma mère sans réponse. J'ai laissé le seul message vocal maladroit de mon père sur les vacances sans être écouté. J'ai laissé Malik et Ashley poster leurs photos de ski d'Aspen dans le vide. Pendant qu'ils skiaient, je travaillais. Mes journées étaient remplies de réunions. Non pas les présentations de freelance démoralisantes que je redoutais, mais de vraies réunions avec un vrai pouvoir. Je me suis assise dans la salle de conférence vitrée de la Janelle Project LLC, à 40 étages au-dessus d'Atlanta, et j'ai déplacé des montagnes. J'ai acheté le bâtiment qui abritait le centre de ma tante. Les promoteurs qui avaient essayé de l'expulser ont reçu des frais de résiliation de bail non négociables et élevés, des frais qui provenaient de mon fonds de 60 millions de dollars. Les architectes que j'ai engagés étaient les meilleurs de la ville.
Ils étaient habitués à concevoir des stades et des musées. Maintenant, ils concevaient un centre de jeunes à la pointe de la technologie dans le quartier que mes parents avaient payé une hypothèque pour fuir. Je signais les derniers plans du laboratoire informatique lorsque mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Je n'avais pas bloqué son numéro, ni celui de Malik, ni celui de mon père. Cela faisait partie du plan. J'avais besoin que les lignes de communication soient ouvertes pour le moment venu. Je l'ai laissé sonner 3 fois, puis j'ai répondu, en le mettant sur haut-parleur. « Allô, maman. » Nia. Sa voix était un cri. Ce n'était pas son ton habituel, contrôlé et déçu. C'était une panique animale brute. « Nia, tu dois rentrer à la maison. Tu dois rentrer à la maison tout de suite. C'est Malik. Oh mon Dieu. Nia, c'est ton frère. » Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil en cuir, regardant la ville. Je n'ai rien ressenti. Juste une curiosité froide et silencieuse. Qu'est-ce que c'est, maman? Qu'est-ce qui ne va pas avec Malik? Il a des ennuis. De terribles ennuis, a-t-elle sangloté. La police. Il parle du FBI. Ils sont à son bureau, Nia. Ils fouillent tout. Ton père est en route pour y aller maintenant. Oh, il est dans tous ses états. J'ai attendu. C'était un investissement, a-t-elle balbutié, les mots sortant en désordre. Une affaire immobilière. Quelque chose pour impressionner le père d'Ashley, ses partenaires. Il avait juste besoin de déplacer de l'argent. Il allait le remettre tout de suite. Ma voix intérieure était précise. Ah, le voilà. Combien d'argent, maman? 10 millions de dollars, a-t-elle gémi. Il l'a emprunté au fond en fiducie d'un client. Il a dit que c'était juste pour une semaine, mais l'affaire a échoué. Nia, les autres partenaires, ils ont disparu. Et maintenant, les auditeurs sont là. Ils sont là aujourd'hui. Il a jusqu'à demain matin pour remettre l'argent. Ou il va en prison. J'ai terminé pour elle. Il est radié. Le nom de famille est ruiné. Oui, a-t-elle crié. Le nom de famille, notre réputation, tout ce pourquoi ton père et moi avons travaillé, parti. Nia, s'il te plaît, tu dois nous aider. Ton frère, c'est ton frère. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux que je fasse, maman, ai-je dit, ma voix parfaitement calme. Je ne suis qu'une freelance en difficulté. Tu te souviens? Je n'ai pas 10 millions de dollars. Ne sois pas comme ça, a-t-elle plaidé. Pas maintenant. Je sais qu'on a une eau différente, mais c'est la famille. La vie de ton frère est en jeu, soudain, le téléphone a été arraché. J'ai entendu un son étouffé, puis la voix aiguë et frénétique d'Ashley a rempli la ligne. Nia, écoute-moi et écoute bien. Je n'ai pas le temps pour ta petite fête de pitié. Malik a des ennuis. Il a besoin de 10 millions de dollars maintenant. Bonjour, Ashley, ai-je dit, ma voix comme de la glace. Je croyais que tu étais à Aspen. Tais-toi, a-t-elle crié. Je me fiche de ce que tu as. Tu dois avoir quelque chose. Cet appartement où tu vis, vends-le. Ta voiture, vends-la. Tu dois avoir des actifs. Va à la banque. Fais un prêt. Fais quelque chose. J'ai failli rire. Vendre mon appartement. Faire un prêt. Comme si les 20 000 dollars que je pourrais peut-être obtenir pour mes biens matériels feraient une différence dans le trou de 10 millions de dollars que Malik s'était creusé. Ma voix intérieure était claire. 10 millions de dollars. C'est un chiffre très précis. C'est le montant exact que je dépense pour sauver le centre de Tante Janelle. C'est le montant exact dont il se serait moqué de moi. C'est le montant exact qui va les détruire. Ashley, ai-je dit, ma voix dangereusement douce. Me demandes-tu de l'argent? La ratée, la déception. Tu veux que je te sauve? Nous. Tu es de la famille, a-t-elle balbutié, l'arrogance dans sa voix remplacée par une pure panique désespérée. Tu es tout ce que nous avons. S'il te plaît, Nia, nous. Nous te rembourserons. Je te le jure. Aide-nous simplement. Aide Malik. Je me suis levé de mon bureau et je me suis dirigé vers la baie vitrée. La ville semblait si petite d'ici. Je verrai ce que je peux faire, ai-je dit.
J'ai raccroché. Je suis resté là un long moment. Ils étaient enfin brisés. Ils venaient enfin à moi. L'échec, la honte. J'étais leur seul espoir. Ma voix intérieure a chuchoté. Et ils n'ont aucune idée que c'est moi qui tiens l'allumette. J'ai fait signe à mon assistante. Brenda, faites venir l'équipe de relations publiques ici maintenant et libérez mon emploi du temps pour demain matin. J'assiste à une cérémonie de pose de la première pierre. J'ai regardé les plans architecturaux finalisés du centre de jeunesse Janel. Oui, je pense qu'il est temps que nous annoncions notre projet Janel. Je veux que toutes les chaînes d'information d'Atlanta soient là. Vous avez absolument raison. Mes excuses. J'ai fourni la partie incomplète et consolidée au lieu de simplement la scène séquentielle suivante. C'était une erreur dans l'assemblage de la sortie. Voici la partie correcte suivante du script, reprenant immédiatement là où la dernière section s'est arrêtée, après que Nia et tante Janel aient quitté la fête de Noël. Continuation du script. Le lendemain matin, mes mains tremblaient encore de la gentillesse de ma tante. Je me suis assise dans ma vieille voiture garée au bout de la rue de son petit bungalow parfait. Je l'ai regardé sortir, son mince manteau serré contre le froid matinal, se dirigeant vers l'arrêt de bus. Elle allait à la caisse populaire. Elle allait hypothéquer toute sa vie pour ma fausse crise. Je ne pouvais pas la laisser faire un pas de plus. Je l'ai appelée. Ma voix était vive. Fausse, mais vive. Tante Janel, tante, arrête. Tu n'es pas obligée d'y aller. Je l'ai entendu s'arrêter, le bruit de la circulation en arrière-plan. Nia, ma chérie, qu'est-ce que c'est? Je suis sur le point de monter dans le bus. Non, n'y va pas, ai-je dit, les mots sortant en désordre. Tu ne vas pas le croire. C'est un miracle. Mon ancien client, celui que je pensais avoir perdu, vient d'appeler. Ils ne reviennent pas seulement. Ils paient 6 mois d'avance. Je vais bien. J'ai assez pour couvrir le loyer. Je vais bien. Il y a eu un long silence à l'autre bout. Nia, tu es sûre? A-t-elle demandé, sa voix remplie d'une suspicion qui m'a brisé le cœur. Tu ne dis pas ça juste pour m'arrêter. J'en suis sûr, ai-je insisté en forçant un rire. Je regarde mon compte en banque en ce moment même. Le virement vient d'arriver. Je suis en sécurité. Tante, je suis tellement désolé de t'avoir fait peur. J'étais juste en panique. Tu gardes ton argent. Tu l'utilises pour le centre. Je l'ai entendu laisser échapper un long soupir tremblant de pur soulagement. Oh, ma chérie. Dieu merci. Tu m'as fait peur à moitié mort. Tu es sûr que tu vas bien? J'en suis sûr, ai-je dit. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Appelle-moi quand tu veux, a-t-elle dit. J'ai raccroché et j'ai regardé alors qu'elle se retournait et retournait vers sa maison. J'ai posé ma tête sur le volant et j'ai pleuré. La culpabilité était suffocante, mais je savais que c'était nécessaire. Je ne pouvais pas la laisser hypothéquer sa maison, et je ne pouvais pas lui dire la vérité. Pas encore. Les 2 mois suivants ont été silencieux. Ma famille, comme je m'y attendais, n'a jamais appelé. Pas une seule fois. Ni ma mère, ni mon père, ni Malik. Ils n'ont pas appelé pour voir si j'avais vraiment été expulsé. Ils n'ont pas appelé pour voir si je vivais dans la rue. Ils n'ont pas appelé pour voir si j'étais en vie. Ils s'étaient lavé les mains de moi. Le problème avait été résolu par la pauvre Janel et ils avaient poursuivi leur vie parfaite. Malik et Ashley, j'ai vu sur Instagram, étaient allés à Aspen. Ils ont posté des photos d'eux en tenue de ski, buvant du champagne dans un bain à remous, avec la légende bénie. Ils ne savaient pas que pendant qu'ils skiaient, je travaillais. J'ai finalisé la réclamation. 60 millions de dollars moins la part du gouvernement ont été déposés sur les comptes de la Janel Project LLC. J'ai déménagé de mon appartement, non pas parce que j'ai été expulsé, mais parce que j'ai acheté un penthouse en centre-ville au nom de la LLC, une propriété non répertoriée qu'ils ne pourraient jamais trouver. J'ai engagé du personnel, un gestionnaire de patrimoine privé, une nouvelle équipe juridique distincte de celle qui s'est occupée de la réclamation de loterie, et mon propre consultant en relations publiques. Je n'étais plus Nia, la freelance en difficulté. J'étais une force invisible, et je construisais mon plateau. 2 mois jour pour jour après Noël, j'étais méconnaissable.
La scène est passée du souvenir de mon pull marron bouloché à la réalité d'un tailleur pantalon Tom Ford sur mesure d'un bleu marine profond et puissant. Mes cheveux, plus en chignon désordonné, étaient coiffés en un carré lisse et net. Mon maquillage était impeccable. Je me tenais à la tête d'une immense table de conférence en verre. L'horizon d'Atlanta s'étendait derrière moi, un panorama scintillant vu depuis les bureaux du 40e étage du projet Janel. Assis autour de la table n'étaient pas des membres de la famille. C'étaient les meilleurs architectes, entrepreneurs et consultants à but non lucratif de la ville. J'ai cliqué sur une télécommande. Une photo du centre communautaire délabré de Tante Janel est apparue sur l'écran massif. La peinture écaillée, la fenêtre barricadée, le panneau, à louer ou à vendre, dont je savais qu'il lui avait brisé le cœur. Ceci, ai-je dit, ma voix basse et contrôlée, est notre première priorité. L'architecte en chef, un homme nommé David, avait l'air confus. Madame Nia, notre mandat concernait votre siège social. Les plans changent, ai-je dit. C'est le centre de jeunesse Janel. Il fonctionne actuellement dans le sous-sol d'une église parce que les propriétaires de ce bâtiment ont doublé le loyer, dans l'intention de le transformer en loft de luxe. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Elle montrait le dépôt de société de la société holding qui possédait maintenant ce bâtiment. Depuis hier matin, ai-je dit, je suis la nouvelle propriétaire. La salle était silencieuse. Les locataires actuels, les promoteurs, ils sont expulsés. Nous paierons pour rompre leur bail et toutes les pénalités associées, mais ce bâtiment n'est plus à vendre. Ce sera un cadeau. J'ai regardé David. Je veux que ce bâtiment ne soit pas seulement sauvé. Je veux qu'il soit transformé. Je veux qu'il soit un modèle national de ce que devrait être un centre communautaire. Je veux un laboratoire informatique à la pointe de la technologie, un nouveau terrain de basketball, un studio de musique, une bibliothèque, un espace sûr pour chaque enfant de ce quartier. Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Ma famille, ils voient ce quartier comme quelque chose à fuir. Ils voient les gens là-bas comme des ratés. Ils voient ma tante Janel, la femme qui dirige ce centre, comme la pauvre Janel. Je me suis retourné vers l'équipe. Je la vois comme la seule personne prospère que j'ai jamais connue. Ce projet n'est pas une aumône. C'est un investissement dans son héritage et dans le mien. David a regardé ses notes, puis moi. Madame Nia, un projet de cette envergure, l'acquisition, la rénovation, les dotations de programmation. De quel genre de budget parlons-nous? J'ai souri. C'était le premier sourire vraiment sincère que j'avais ressenti depuis des mois. Le budget pour le nouveau siège social du projet Janel est de 10 millions de dollars. Mettons-nous au travail. En descendant de la tribune, la salle a explosé. Les flashs des appareils photo ont crépité comme un mur de feu d'artifice, m'aveuglant temporairement. Les journalistes se sont précipités en avant, criant des questions les uns par-dessus les autres. Nia, que va faire ta famille maintenant? Depuis combien de temps prépares-tu ça? Malik est au palais de justice. As-tu un commentaire? Ma nouvelle équipe de relations publiques, efficace et coûteuse, a formé une barrière de protection autour de moi et de tante Janel. Pas d'autres questions pour le moment. Madame Nia a dit tout ce qu'elle avait à dire. Ils ont commencé à nous guider vers une sortie privée. Ma voix intérieure était la seule chose calme dans la pièce. C'est fait. Dans ma poche, mon téléphone a commencé à vibrer. Un bourdonnement long, désespéré et en colère. Je n'avais pas besoin de regarder. Je savais qui c'était, mais je voulais voir. Je l'ai sorti. L'écran était lumineux avec un seul mot, Malik. J'ai regardé son nom. Pendant 35 ans, un appel de Malik signifiait l'une des deux choses suivantes. Il avait besoin de quelque chose ou il était sur le point de me critiquer pour quelque chose. Mon estomac se tordait. Je ressentais cette chute d'anxiété familière et maladive. Qu'est-ce que j'ai fait de mal maintenant? Comment suis-je une déception aujourd'hui? J'ai regardé son nom, Malik, l'enfant chéri. L'homme qui m'avait fait la leçon sur l'amour vache en prévoyant d'acheter une maison au bord du lac. L'homme qui, à ce moment précis, regardait tout son monde s'effondrer à la télévision en direct. L'homme qui avait maintenant désespérément besoin de moi. Un petit sourire a touché mes lèvres. Ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de cocher la dernière case d'une très longue liste. Je n'ai pas refusé l'appel.
Ça aurait été trop rapide. J'ai appuyé sur le bouton de volume sur le côté de mon téléphone, faisant taire la sonnerie. J'ai laissé son appel aller sur la messagerie vocale. J'ai regardé son nom vibrer sur l'écran jusqu'à ce qu'il abandonne finalement. Il rappellerait. Ils le feraient tous. Ma mère, mon père, Ashley, ils enverraient des textos, des emails, ils supplieraient, et ils ne trouveraient que le silence. J'ai glissé le téléphone dans ma poche. Le bourdonnement s'est arrêté. Le bruit des journalistes s'est estompé. J'ai tourné le dos à tout ça. J'ai regardé tante Janelle. Elle se tenait à côté de moi, serrant le chèque de présentation géant de 10 millions de dollars comme si c'était un radeau de sauvetage. Son visage était un désordre d'émotions. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle souriait d'un sourire immense, incrédule et radieux. Elle me regardait non pas comme la pauvre Nia, mais comme si j'étais un miracle. Toi, tu, a-t-elle murmuré, incapable de former une phrase. J'ai doucement pris son bras, celui qui ne tenait pas le chèque. Ça va, tante? Elle a juste hoché la tête, sanglotant et riant en même temps. Bien, ai-je dit en la dirigeant vers la sortie privée où mon chauffeur attendait. Parce que j'ai faim. Toute cette vérité donne faim. Je me suis penché près. Allons déjeuner, tante. Où veux-tu manger? Où tu veux. Le Bucket Club, un steakhouse, dis-le, c'est à toi. Elle m'a regardé, les yeux brillants. Chérie, Je crois que j'aimerais juste un bon cheeseburger. J'ai ri, un vrai rire sincère. Un cheeseburger, c'est parti. On va te trouver le meilleur cheeseburger d'Atlanta. En sortant dans la lumière vive de l'après-midi, ma voix intérieure était claire. On dit toujours que l'argent ne peut pas acheter le bonheur. C'est un mensonge raconté par des gens qui n'ont jamais eu à choisir entre le loyer et les courses. L'argent ne m'a pas seulement acheté un pantouse et une nouvelle garde-robe. Il m'a acheté une voix. Il m'a acheté du pouvoir. Il m'a acheté la plateforme pour montrer à ma famille et au monde entier exactement qui ils étaient. Ils avaient tort. L'argent peut acheter le bonheur, parce que l'argent m'a acheté la vérité. Et aujourd'hui, la vérité avait un goût plus doux que n'importe quel prix de 60 millions de dollars. Elle avait le goût de la justice. Mon chauffeur nous a fait sortir du cirque des camionnettes de presse qui nous avaient suivis depuis le centre de jeunes. Nous sommes allés dans un vieux restaurant tranquille. Tante Janelle adorait un endroit avec des banquettes en vinyle et un jukebox. Nous nous sommes assises là, juste nous deux, et nous avons mangé des cheeseburgers et des rondelles d'oignons pendant que mon visage était diffusé sur toutes les télévisions du restaurant. C'était le repas le plus satisfaisant que j'ai jamais eu. Quand je suis finalement retourné à mon bureau de Penthouse ce soir-là, l'adrénaline s'estompait, remplacée par un profond et silencieux sentiment de finalité. Mon équipe de relations publiques gérait la tempête médiatique. Mon équipe juridique gérait les retombées. Pour la première fois, je me suis juste assise sur le canapé moelleux de mon bureau, regardant l'horizon d'Atlanta alors que les lumières commençaient à scintiller. Puis j'ai regardé mon téléphone. Il était en silencieux depuis la conférence de presse. L'écran était un mur solide de notifications. 19 appels manqués, 47 messages textes, une douzaine de mails sur mon compte personnel. La tempête m'avait trouvé. J'ai d'abord ouvert les textos. La majorité venait de Malik. Ce n'étaient pas des textos. C'étaient des cris numériques. Le premier disait, « Que as-tu fait ?» Le suivant, « Espèce de... Tu m'as ruiné. Tu as tout ruiné. Appelle-moi maintenant. » Puis ils se sont simplement dissous en frappes de touches frénétiques et mal orthographiées. « S'il te plaît, Nia, s'il te plaît, sauve-moi. Tu dois me sauver. Toi. Oh, ou. Moi? S'il te plaît. » Il paniquait. Bien. Puis vinrent les textos de ma mère. « Comment as-tu pu faire ça à ta famille après tout ce qu'on t'a donné? Tu détruis la réputation de ton père. Tu nous détruis. » Et un autre 10 minutes plus tard. « Léna, son nom complet. Tu décroches ce téléphone tout de suite. Tu as humilié cette famille devant toute la ville. Tu es une enfant ingrate et méchante. » Puis celui de mon père. « Justin. Ta mère est en état de choc. Tu dois arranger ça, Nia. Ça a été trop loin. Arranger ça. » Ma voix intérieure était froide. Comme si c'était moi qui l'avais cassé. Comme si c'était moi qui avais volé 10 millions de dollars.
Mais le chef-d'œuvre, celui qui a vraiment capturé l'essence de ma famille, était l'email d'Ashley. Je l'ai ouvert et je l'ai lu à voix haute dans la pièce vide. Il a commencé par un torrent d'injures, des insultes que je ne peux même pas répéter, me traitant de tous les noms qu'elle pouvait trouver. Elle m'a accusé d'avoir ruiné sa position sociale. Elle a écrit « Mes amis m'appellent. » Elles l'ont vu aux nouvelles. Elles t'ont vu. Tu m'as humilié. Tu as fait passer Malik pour un imbécile et tu m'as fait passer pour la femme d'un imbécile. Et puis, à mi-chemin, le ton a changé. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti. La rage s'est transformée en plaidoyer désespéré et pathétique. Mais tu peux arranger ça, Nia. Tu dois le faire. Tu as tout cet argent. Tu peux donner les 10 millions à Malik. Tu peux organiser une autre conférence de presse. Tu peux leur dire que c'était juste un grand malentendu, une blague de famille. Dis-leur que tu essayais juste de lui donner une leçon. Tu lui dois ça. Tu es sa sœur. Tu lui dois sa réputation. Si tu ne règles pas ça, tu ne seras pas seulement un échec. Tu seras un monstre. J'ai relu l'email 2 fois. Tu lui dois. L'arrogance pure et aveuglante de la chose, le sentiment de droit. Après une vie à me traiter comme de la saleté, à me traiter de parasite, de raté, ils pensaient que je leur devais quelque chose. Ma voix intérieure était claire, calme et finale. Ils ne comprennent toujours pas. Ils ne le feront jamais. Ils n'ont pas vu leur cruauté. Ils n'ont pas vu leur cupidité. Ils n'ont pas vu leurs propres actions. Tout ce qu'ils ont vu, c'est que leur amour vache n'avait pas fonctionné. Et maintenant, leur échec refusait de les renflouer. Ils pensaient que j'avais fait sa parraine. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville. Je n'ai ressenti aucune haine. Je n'ai rien ressenti, juste le soulagement silencieux et net d'un chirurgien qui vient d'enlever une tumeur. Ils pensaient que c'était une question de vengeance. Ils avaient tort. C'était une question de justice. C'était une question de fait. C'était une question de conséquences. Ils n'étaient pas désolés pour ce qu'ils avaient fait. Ils étaient seulement désolés d'avoir été pris. Ils étaient désolés que ce soit moi qui avais le filet de sécurité de 60 millions de dollars et eux qui étaient en chute libre. Je suis resté assise là pendant longtemps. J'ai pensé au visage de ma tante, à l'amour pur et désintéressé qu'elle m'avait montré. Elle était de la famille. Ces gens sur mon téléphone, ce n'était que de mauvais investissements. Et il était temps de réduire mes pertes. J'ai pris mon téléphone. Je suis allé dans mes contacts. J'ai trouvé Malik. J'ai fait défiler vers le bas. J'ai appuyé sur le bouton de blocage. Une petite fenêtre pop-up a demandé « Êtes-vous sûr ?» J'ai appuyé sur « Bloquer le contact ». Un de moins. J'ai trouvé Lena. Bloquer le contact. J'ai trouvé Joseph. Bloquer le contact. Je suis allé dans mes emails. J'ai trouvé Ashley. J'ai marqué son message comme spam et j'ai créé un filtre pour envoyer tout futur email de son adresse ou de toute adresse associée directement à la corbeille. Ce n'était pas un acte de colère. C'était un acte d'assainissement. C'était la fermeture d'une porte qui aurait dû être verrouillée et boulonnée il y a des décennies. Ma voix intérieure était silencieuse. On ne peut pas guérir dans un environnement toxique. On ne peut pas construire une nouvelle vie tout en étant encore attaché à l'ancienne. Et moi. J'étais enfin prête à guérir. Le téléphone dans ma main était silencieux. Pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment, complètement et glorieusement libre. Les jours qui ont suivi ont été flous. Je n'ai pas quitté mon pantouse. Je n'en avais pas besoin. Le monde est venu à moi, livré par l'écran lumineux de 65 pouces de mon salon. Ma conférence de presse n'avait pas été seulement une histoire locale. C'était une nouvelle nationale. La combinaison d'un gagnant de loterie secret, d'une trahison familiale et d'une démolition publique spectaculaire était irrésistible. Mais l'histoire que j'avais racontée n'était que le début. Ma voix intérieure était claire. Quand vous éclairez un cafard, vous trouvez tout le nid. Le montage des nouvelles était presque constant. Nous vous parlons en direct du centre-ville d'Atlanta où l'avocat vedette Malik Anderson vient d'être arrêté pour détournement de fonds en fiducie. Le voilà, mon frère, le champion. Il faisait la marche des accusés, menotté et voûté, son costume à $1000 désespérément froissé.
Il a essayé de cacher son visage des caméras, l'image de la honte. L'homme qui m'avait fait la leçon sur l'amour vache était maintenant un criminel ordinaire. Ma voix intérieure était froide comme de l'acier. Il ressemble exactement à un raté. Les présentateurs de nouvelles étaient implacables. Des sources au sein du cabinet disent que la conférence de presse de Nia Anderson a déclenché un audit d'urgence. Il s'avère que lorsque vous accusez publiquement quelqu'un d'essayer de voler 10 millions de dollars, d'autres clients commencent à vérifier leurs comptes. Nous entendons des rapports selon lesquels les 10 millions de dollars pour lesquels Malik Anderson faisait l'objet d'une enquête n'étaient que la pointe de l'iceberg. Je me suis assise sur mon canapé, sirotant du thé, et j'ai regardé toute l'histoire se dérouler. Mon frère n'avait pas seulement emprunté de l'argent pour une mauvaise affaire. Il détournait des comptes de clients depuis des années. De petites sommes au début, puis de plus grandes. Il finançait tout le style de vie de lui et d'Ashley, les voyages à Aspen, le sac Birkin, la compte de la maison au bord du lac. Tout était construit sur de l'argent volé. De l'argent qu'il avait volé pour représenter la famille, pour s'intégrer dans le monde blanc de la haute société d'Ashley. Mon téléphone a sonné. C'était un journaliste de l'Atlanta Journal-Constitution. J'ai renvoyé l'appel à mon équipe de relations publiques. Je ne donnais plus d'interviews. J'avais dit tout ce que j'avais à dire sur cette tribune. L'effondrement social a été tout aussi rapide et, à bien des égards, bien plus brutal. Ashley, bien sûr, n'a pas soutenu son homme. C'était une parasite et l'autre était mourant. Elle a demandé le divorce dans les 48 heures suivant l'arrestation de Malik, invoquant des différends irréconciliables et une fraude financière. Elle a obtenu les meilleurs avocats que l'argent de sa famille pouvait acheter. Elle a gelé tous leurs biens communs, a pris la maison, a pris les enfants et a publié une déclaration publique par l'intermédiaire de son avocat, affirmant qu'elle était une victime choquée et dévastée de la toile de tromperie élaborée de son mari. Elle tissait déjà son prochain récit, la blanche innocente dupée par son mari noir criminel. J'ai presque dû admirer sa cruauté. Mais mes parents, leur chute a été plus silencieuse. Et dans le monde de l'élite noire d'Atlanta qu'il chérissait tant, c'était encore plus complet. Il n'y avait pas de caméra, juste le silence. Ma mère, Lena, a été priée de démissionner de son poste au conseil d'administration de son église prestigieuse. Pour se concentrer sur sa famille pendant cette période difficile, disait la déclaration. Nous savions tout ce que cela signifiait. Elle était un passif. Mon père, Joseph, a été discrètement retiré de la liste des membres de son country club bien-aimé, celui où lui et Malik jouaient au golf, celui où il se vantait de son fils champion. Ma voix intérieure était presque un murmure. Ils ont perdu leur statut. Ils ont perdu leur bon nom. Tous ces amis qu'ils avaient, ceux qui avaient souri à leur dîner et admiré leur richesse, ont disparu. Les invitations au gala, au bal de charité, au brunch du dimanche, elles se sont juste arrêtées. Ils avaient passé toute leur vie à construire une image de succès parfait et respectable de la classe supérieure. Ils avaient sacrifié leur propre fille pour cette image. Et en 48 heures, j'avais vu tout cela brûler jusqu'aux fondations en n'utilisant que la vérité. Ils avaient perdu tout ce qu'ils appréciaient vraiment, leur argent, leur statut et leur enfant chéri. Et moi. Je ne faisais que commencer. 6 mois plus tard, le soleil de Géorgie filtrait à travers d'immenses baies vitrées, illuminant le sol poli d'un tout nouveau terrain de basket. Le son des baskets qui crissent et des enfants qui rient résonnait dans le bâtiment. Ce n'était pas le sous-sol humide et loué de l'église dont je me souvenais. C'était le centre communautaire Janelle et Nia Anderson. Ma voix intérieure était silencieuse alors que je regardais un groupe d'adolescents apprendre à coder sur une rangée de nouveaux iMacs étincelants. Il a fallu 6 mois. 6 mois d'architecte, d'entrepreneur et de nuit blanche. Mais c'était fait. Tante Janelle marchait à mes côtés, sa main posée sur mon bras. Elle avait l'air différente, en meilleure santé. L'épuisement chronique qui avait marqué son visage pendant des années semblait s'être estompé. Elle portait une nouvelle robe aux couleurs vives que je l'avais forcée à acheter. Elle a regardé autour de la salle principale, la bibliothèque bien garnie, le studio de musique à la pointe de la technologie, et ses yeux se sont remplis de larmes. C'est à couper le souffle, ma chérie, a-t-elle murmuré, la voix épaisse. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel. Ces enfants, ils ont un avenir ici, un véritable endroit sûr. C'est ce que tu as construit, tante, ai-je dit doucement. J'ai juste donné de nouveaux murs et un meilleur toit. Nous nous sommes arrêtés sur le balcon surplombant la salle d'activité principale.
Nous avons regardé le chaos, la joie, la vie qui bourdonnait en bas. Tante Janelle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle s'est tournée vers moi, son expression indéchiffrable. J'ai entendu parler de Malik, a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. J'ai entendu qu'ils l'ont condamné à 10 ans. J'ai hoché la tête. Mon regard était fixé sur une jeune fille en bas qui peignait sur une tablette numérique. Lui avec une chance de libération conditionnelle. Fraude, détournement de fonds, une longue liste. Et ta maman? Léna? Elle a hésité comme si dire le nom était douloureux. J'ai entendu qu'ils ont perdu la maison. Joseph, quelqu'un a dit qu'il travaille comme un vendeur de voitures. C'est ce que j'ai entendu, ai-je répondu en sirotant le café que ma nouvelle assistante m'avait tendu. Tante Janelle a baissé les yeux sur ses mains. Ma chérie, penses-tu que nous avons été cruels? Penses-tu que nous sommes allés trop loin? Ils sont toujours ma famille. C'est toujours ma sœur. Je me suis tourné pour la regarder, cette femme qui avait offert de sacrifier sa propre maison pour moi. J'ai posé ma main sur la sienne. Non, tante, ai-je dit, ma voix ferme mais douce. Nous n'avons pas été cruels. Nous avons juste arrêté d'être leur bouclier. Ma voix intérieure était claire. J'y avais pensé tous les jours au cours des 6 derniers mois. Était-ce de la vengeance ou des conséquences? Ils ont construit toute leur vie sur un fondement de mensonges et de privilèges, lui ai-je dit. Ils croyaient que leur image était plus importante que la réalité de quiconque. Ils croyaient que l'amour vache était pour les gens comme nous et que les renflouements étaient pour les gens comme eux. On ne les a pas ruinés, tante. On a juste laissé la vérité faire son travail. Tout ce que j'ai fait, c'est fournir un peu de lumière pour montrer les fissures. Ils ont fait le reste eux-mêmes. Tante Janelle a hoché lentement la tête, absorbant mes paroles. J'aimerais juste. J'aimerais que Léna puisse voir ça, a-t-elle dit en désignant la pièce vibrante en dessous. Voir ce qu'est le vrai succès, ce qu'est un véritable héritage. Je lui ai fait un sourire triste. Ma voix intérieure était un murmure maintenant. Elle ne le verra jamais. Elle ne peut pas, j'avais créé une fiducie irrévocable de 20 millions de dollars pour le centre. 10 millions provenaient directement de la Janelle Project LLC. Les 10 autres millions, j'avais demandé à mes avocats de les mettre en place comme un don anonyme distinct au nom de mon père. C'était un dernier acte silencieux. Laissez-le avoir une bonne chose vraie liée à sa réputation, même si lui et le monde ne sauraient jamais que cela venait de moi. Elle ne le verra jamais, tante, ai-je dit en lui serrant la main. Mais ses enfants, si. Et honnêtement, c'est tout ce qui compte. Tante Janelle m'a regardé, ses yeux s'éclaircissant enfin. Elle a souri d'un vrai sourire radieux. Tu as raison. C'est tout ce qui compte. Nous sommes restés là, ensemble, côte à côte, regardant l'avenir que nous avions construit. J'étais dans mon Penthouse, celui que j'avais acheté sous la LLC. Il surplombait tout l'horizon d'Atlanta. C'était le coucher du soleil et les murs de verre du salon étaient baignés de lumière dorée et cramoisie. Mon assistante avait laissé le courrier sur la console en marbre. Des factures, des invitations à des galas, et une mince et fragile enveloppe. Je l'ai prise. L'adresse de retour était un établissement correctionnel fédéral. Ma voix intérieure était silencieuse. Alors ça commence. Je l'ai ouverte. La lettre était manuscrite. L'écriture était en colère et précipitée. C'était de Malik. J'ai lu ces mots, mon visage reflétant les lumières de la ville, complètement calme. Sa voix résonnait dans ma tête, non pas comme un son réel, mais comme la voix géniarde et pathétique dont je me souvenais de ses appels téléphoniques. Nia, je ne comprends pas. Je suis ton frère. J'ai toujours été ton frère. La famille est censée être la chose la plus importante. Comment as-tu pu me haïr à ce point? Comment as-tu pu me faire ça, à nous? Tu as tout cet argent. Tu as 60 millions de dollars. Tu aurais pu me sauver. Tu aurais pu payer les 10 millions. Tu aurais pu arranger ça. Ce n'était rien pour toi. Juste une erreur d'arrondi. Mais tu as choisi de me détruire à la place. Maman et papa ont perdu la maison. Ils n'ont rien. Ashley est parti. Mes enfants. Je ne les verrai pas grandir. Tout ça. C'est de ta faute. Pourquoi, Nia? Pourquoi as-tu fait ça? J'ai relu la lettre une deuxième fois. Je cherchais un mot.
Je cherchais, désolé. Je cherchais, j'avais tort. Je cherchais, j'ai honte. Il n'y était pas. Il n'était pas désolé d'avoir volé. Il n'était pas désolé de m'avoir fait la leçon sur l'amour vache alors qu'il commettait des crimes. Il n'était pas désolé d'avoir été prêt à me laisser expulser alors qu'il était assis sur des millions de dollars volés. Il était juste désolé d'avoir été pris. Il était juste en colère que l'échec qu'il avait méprisé toute sa vie ait soudainement tout le pouvoir. Il ne comprenait toujours pas. Il ne le ferait jamais. Ma voix intérieure était claire. Ma famille m'a appris que leur amour était conditionnel. Ils n'aimaient que l'idée d'une famille réussie. Ils n'aimaient que la version de moi qui correspondait à leur image. L'ironie, c'est que lorsque je leur ai fait passer un test basé sur leurs propres règles de succès et d'échec, ils ont échoué. Tous. Tante Janelle, avec ses 300 $ et son centre communautaire en difficulté, m'a appris autre chose. Elle m'a appris que la vraie famille, le véritable amour, ne sont pas une question d'image. Il s'agit de savoir qui se présente quand vous n'avez rien. Il s'agit de savoir qui est prêt à hypothéquer sa propre maison quand vous pleurez au téléphone. Les 60 millions de dollars. Ce n'était jamais le prix. C'était juste un outil. C'était un projecteur géant et impitoyable. Et tout ce que j'ai fait, c'est de l'allumer. J'ai regardé la lettre désespérée, en colère et apitoyée de Malik. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de haine, pas de satisfaction, juste du vide. L'espace qu'il occupait dans ma tête était enfin, heureusement, propre. Je ne lui ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je me suis dirigé vers le déchiqueteur de papier noir et élégant près de mon bureau. J'ai plié la lettre. Je l'ai introduite dans la machine. Le faible bourdonnement alors qu'il déchirait ces mots en 1000 petits morceaux insignifiants était le seul son dans la pièce. Le soleil s'était enfin couché. La ville était une mer de lumière scintillante. Je me suis versé un verre de vin très cher, le genre pour lequel Ashley aurait tué. Je suis sorti sur mon balcon. L'air était frais et pur à 40 étages de hauteur. Je n'étais plus la fille au pull plaid. Je n'étais plus la déception. Je n'étais plus la pauvre Nia. J'ai levé mon verre à la ville. Ma voix intérieure était douce et pour la première fois, elle ressemblait juste à la mienne. Ils m'ont tout prié, ce faisant, ils m'ont tout donné. J'ai souri. Ma liberté. C'était ça, le vrai prix. Voici la leçon tirée de l'histoire. La leçon ultime de l'histoire de Nia est que l'argent est un puissant amplificateur. Il n'a pas rendu sa famille cruelle ni sa tante gentille. Il a simplement exposé ce qui était déjà là. Sa famille riche, obsédée par son image, a échoué à son test parce que leur amour était conditionnel et transactionnel. Sa tante pauvre, qui n'avait presque rien, était prête à tout sacrifier, prouvant que la vraie richesse se mesure en loyauté, pas en statut. La plus grande victoire de Nia n'a pas été seulement de gagner à la loterie, mais de l'utiliser comme un outil de justice, finançant l'héritage de sa tante tout en laissant sa famille faire face aux conséquences naturelles de sa propre cupidité. Appel à l'action. Qu'auriez-vous fait avec les 60 millions de dollars? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.